Démocratie républicaine en bonne santé, vous n'auriez jamais été proposé par le président de la République pour être à la tête du Conseil constitutionnel, car dans un état de droit digne de ce nom, la justice constitutionnelle est rendue par des juges indépendants et non par un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État qui va jusqu'à suggérer qu'il exerce un troisième mandat. Dans un état de droit, la justice constitutionnelle est rendue par des individus animés par la vertu républicaine et non par des mises en cause dans plusieurs affaires judiciaires. Si vous êtes passé entre les mailles du filet dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, où vous avez été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce n'est que parce que les faits étaient prescrits. Dans un état de droit, la justice est rendue par des individus irréprochables, respectés pour leur indépendance et leur impartialité, et non par des politiciens connus pour leur servilité à l'égard d'un chef de l'État qui distribue des faveurs lorsque ses copains sont défaits aux élections. S'agissant du troisième mandat que j'aurais aimé pour l'actuel président de la République, je me réjouis que cette question me soit posée par vous, et d'autres collègues ont dit cela, parce que vous le savez, ce n'est pas parce qu'on répète, et je ne vous en fais pas grief à vous, mais ce n'est pas parce que dans les médias se répètent des choses fausses qu'à la fin elles deviennent une vérité. Et ça vaut pour tout le monde. Et je crois que tout le monde à cet égard en souffre un peu. Mais enfin, je vais vous répondre. Voilà que le 18 juin 2023, pour la date anniversaire de ma défaite face à Madame Mélanie Thomas, que je salue ici, voilà qu'un journaliste souhaite m'interviewer. Je l'accepte, et donc je vais répondre à ces questions. Et alors, il me pose une question. J'ai même emmené la coupure de presse. Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 ? Qu'est-ce que je réponds ? Notre Constitution en dispose ainsi. Que pouvais-je dire d'autre ? Et ensuite, je dis à titre personnel, je regrette tout ce qui bride le libre choix de la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc., etc. Je dis... Non, mais si vous permettez, je dis cela et je continue en disant qu'il nous faut sans doute regarder comment faire évoluer ces choses en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien des principes républicains et des libertés publiques. Et voilà qu'évidemment, parce que j'avais oublié certains aspects de notre époque, voilà qu'un tweetos, comme on dit « Ferrand veut que Macron fasse un troisième mandat ». Bon, je me dis, tout ça n'est pas bien grave, il y en a un qui n'a pas compris. Mais ça s'est enflammé comme ça le fait aujourd'hui, vous connaissez tout ça. C'est épouvantable. Et à partir de là, la paresse, je ne parle pas ici, mais la paresse intellectuelle du colportage de la rumeur et de la fake news fait que cela s'est répandu. J'ai même entendu récemment des journalistes interviewer un certain nombre d'entre vous pour dire... Alors, est-ce que ce postulant au Conseil constitutionnel vous convient ? Et la réponse était pensez donc non, il veut un troisième mandat pour Macron. Mais non d'une pipe, je n'ai jamais affirmé ça. Je connais l'article 6 de notre Constitution. Et naturellement, il s'appliquera au président actuel comme il s'appliquera à d'autres, sauf modification si le constituant que vous êtes le décide. Donc je vous remercie, Madame Panot, de m'avoir permis de tordre le cou, en effet, à ce qui n'a jamais été ma pensée. Premièrement, est-il exact, comme l'écrivent M. Davet et l'homme, que convoqué par la Cour de justice de la République, vous avez fait relire par la présidence de la République votre projet de témoignage, ce qui serait une drôle de conception de la séparation des pouvoirs. Ferez-vous de même avec les projets de décision du Conseil constitutionnel ? Jean-Louis Debré avait 10 ans de carrière de magistrat derrière lui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler ? Vous dirigez depuis 2022 une société de conseil, Messidor, qui aurait notamment travaillé pour Accenture sur le projet de loi d'encadrement des cabinets de conseil. La loi de 2016 oblige les cabinets de conseil à déclarer leur activité à la HATVP dans les 3 mois qui suivent l'exercice comptable. Or, malgré 800 000 € de chiffre d'affaires en 2023, vous n'avez pas déclaré la moindre activité à la HATVP. Pouvez-vous nous expliquer au nom de quelle analyse vous estimez bon de ne pas appliquer la loi ? Monsieur Marlex, je n'espère pas vous convaincre. J'ai vu, à peine était sorti mon nom dans la presse, que d'ores et déjà votre position était prise. Donc j'en prends acte, mais je vais me faire un devoir, bien entendu, de répondre à l'ensemble des questions que vous avez bien voulu poser. Vous évoquez un courrier. Un courrier, en effet, publié grâce à la violation du secret de l'instruction.
Voilà des bases saines et solides. Et ce courrier, en effet, quelle est l'histoire? Le président Larcher, le président Hollande, le président Sarkozy et moi-même recevons un courrier de la Cour de justice de la République qui nous demande de bien vouloir communiquer la teneur de nos entretiens avec le président de la République au sujet de la date ou de la fixation de la date des élections municipales, ce qui à l'époque avait créé un débat pendant la période dite du Covid. Je ne vous cache pas que vous me parlez d'indépendance, je n'entendais pas évidemment qu'une seconde on puisse nous demander quel type d'échanges ont pu avoir les présidents d'Assemblée avec le président de la République et ses prédécesseurs. J'ai rédigé moi-même le courrier de réponse et naturellement, compte tenu que cela concernait d'autres responsables, je les ai concertés, consultés en disant comment vous prenez cette affaire-là. Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, et je constate d'ailleurs que celles des personnalités que j'ai contactées étaient dans la même interrogation que moi. Par conséquent, j'ai fait part de mes intentions de dire que je n'entendais pas violer l'article 67 de la Constitution. Je l'ai fait savoir, évidemment, à la conseillère justice du président de la République, laquelle a confirmé que mon analyse était la bonne et a fait part d'une ou deux formulations. Voilà l'exacte vérité. Et ce serait à refaire demain que je le referai. Ensuite, vous indiquez que ma modeste société devrait relever de la HATVP. Mais bien entendu, simplement ce qui se passe, c'est que pour être inscrit au registre des représentants d'intérêt, car c'est ça, au fond, la question qui est sous-tendue par... eh bien, il faut que les conditions légales des lois que nous avons votées soient remplies. Quelles sont-elles? Ces conditions légales sont que, sur une année glissante, il faut qu'il y ait un certain nombre de sollicitations d'autorité publique dans l'objectif d'obtenir une décision publique. La HATVP m'a questionné, parce que, comme souvent des âmes charitables le lui suggèrent, je lui ai naturellement répondu. La HATVP a tout vérifié et la HATVP m'a donné quitus que j'étais parfaitement en règle avec mes obligations légales. Aujourd'hui, la question de cette confiance est posée en tant que proche d'Emmanuel Macron. Le Conseil constitutionnel comprend des personnes issues de parcours politiques, mais aussi un équilibre entre juristes et politiques. Or, sa composition commence à être sérieusement plus politique que juridique. Cette confiance se pose aussi quant à votre intégrité, et je le pose ainsi. En effet, en février 2022, vous avez proposé la nomination de Véronique Malbec, alors directrice de cabinet du ministre de la Justice, au Conseil constitutionnel. Cette nomination a suscité de nombreuses interrogations, puisque, je le rappelle, elle était en poste et donc avait d'une manière ou d'une autre supervisé le procureur qui a classé l'affaire des mutuelles de Bretagne, votre affaire, Monsieur Ferrand. Vous avez, par ailleurs, été un acteur clé de la réforme constitutionnelle de 2018 qui visait à renforcer les pouvoirs de l'exécutif et avez été impliqué dans la discussion autour d'une révision constitutionnelle qui permettrait au président de la République de briguer un 3e mandat, proposition que vous avez publiquement soutenue dans les médias. Comprenez que vous pouvez être un candidat en mission présidentielle plus qu'un candidat garant de nos institutions. Vous avez, dans votre question, au fond, j'ai trouvé que votre question était... l'une de vos questions, était assez blessante, non pas pour moi, mais pour Madame Malbec. Et donc, je vais vous répondre et je vais vous raconter l'histoire complète de nos relations de travail. D'abord, vous le savez sans doute, mais l'article 36 du Code de procédure pénale indique clairement qu'un procureur général peut demander à un procureur de poursuivre, mais il ne peut pas lui demander l'inverse. Première chose. Deuxième chose, c'est important que les membres de la commission des lois sachent ça tout de même. Deuxième point qui me paraît également extrêmement important, c'est que à aucun moment et en aucune manière, la personne que vous mettez en cause, elle l'a dit devant cette même commission lorsqu'elle a été nommée, n'a eu connaissance des faits litigieux qui m'étaient reprochés. Et vous indiquez qu'elle aurait classé ce qui m'était reproché, qu'elle supervisait le classement. Or, ça, d'abord, c'est inexact.
C'est faux en droit. Et puisqu'ici on fait du droit, hein, autant se le dire. Ensuite, je voudrais vous rappeler quelque chose, Madame Rousseau. C'est que trois décisions ont été prononcées pour indiquer que les faits litigieux n'avaient ni de qualification pénale et donc ne devaient pas être poursuivis. Le président de la République vous place dans une situation inconfortable. Pourtant, pour Emmanuel Macron, vous êtes le choix de confort. Il en va ainsi en monarchie présidentielle. Les courtisans doivent souffrir les humeurs et les caprices prétendument géniaux de l'Élysée. Caprice suprême qui tient tout entier en un profond et impérieux déni de réalité et en une hostilité aux principes démocratiques les plus élémentaires. C'est l'origine du caprice Ferrand. Qu'on nomme le plus proche, le premier des miens, à la tête du Conseil constitutionnel nous signifie par sa décision le président qui avait dû oublier que les parlementaires devaient voter. Qu'en est-il de votre compétence à occuper ce poste? Ne nous embarrassons pas de cette question. La doctrine Elisabeth Borne fait désormais foi, je la cite dans le texte, il n'y a pas besoin d'être spécialiste du sujet. Une telle maxime pourrait par ailleurs être inscrite au fronton d'un Conseil constitutionnel qui est connu pour motiver ses décisions de façon particulièrement sibylline et dont la composition unique au monde exonère ses membres de toute qualification. Le problème de votre présence ici est qu'elle résulte à la fois d'un caprice et d'une situation de crise du régime. En Macronie, on hésite entre les fonds de tiroir et les vieux maréchaux d'Empire. Nous nous opposerons à votre nomination car nous nous opposons au piétinement du vote des Français. Nous nous opposons à votre nomination comme à Emmanuel Macron, qui ne saurait en aucun cas prétendre, comme vous le suggériez, à un troisième mandat. Je ne crois pas, Madame Panot, avoir une âme de valet. Je ne crois pas ça. Et je sais que vous savez que je n'en ai pas. Je le sais. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Je vous l'accorde. Je ne suis pas non plus un maréchal d'Empire. Quand j'étais petit, on disait maréchal Ferrand, c'est tout. Pas maréchal d'Empire, et de quel empire? Ensuite, j'ai bien compris, et quelque part, je suis heureux de retrouver votre ironie, où vous estimez que je serais un caprice. Drôle de caprice. Et plus sérieusement, vous indiquez que les règles de nomination des membres du Conseil constitutionnel vous paraissent totalement inadéquates, du moins que vous estimez qu'elles ne sont pas convenables, correctes. Là encore, c'est le constituant qui décide.